Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information. Tout de suite, les titres du journal. Le monde musulman célébrera pour sa majorité la fête de l'Aïd el-Fitr demain, synonyme de la fin du mois sacré du Ramadan. Une fête entachée par une situation économique et sécuritaire tendue dans bon nombre de pays musulmans. Palestine, l'entité sioniste poursuit ses exactions dans les territoires occupés. Le mouvement Hamas menace l'entité sioniste en cas de nouvelles agressions. En Guinée, le gouvernement en place annonce avoir opté pour une durée de transition de 39 mois avant de rendre le pouvoir aux civils, une décision qui n'est pas du goût de la CEDEAO. Puis 67e jour de la guerre en Ukraine, après plusieurs jours d'attente et de négociations, les premières évacuations de la zone d'Azovstal à Mariupol ont eu lieu ces dernières 24 heures. Et nous entamons cette édition par cette fête célébrée par les musulmans du monde entier. Il s'agit de l'Aïd el-Fitr, 2 jours de fête annonçant la fin d'un mois de jeûne du mois sacré du Ramadan. Une fête entachée par une situation économique et sécuritaire tendue, à l'exemple de la Palestine, du Yémen ou encore de la Libye. Sourila Kilal. Après un mois de jeûne et de piété, les musulmans s'apprêtent à célébrer Eid el-Fitr, fête qui marque la fin du mois sacré du Ramadan. Si cette fête est une célébration très attendue chez les musulmans à travers le monde, elle est cette année encore marquée par une situation politique, sécuritaire et économique très compliquée pour bon nombre de pays. En Palestine, l'esplanade d'Al-Aqsa était tout au long du Ramadan le théâtre d'agressions lâches menées par le colon sioniste contre des civils palestiniens sans défense. Des arrestations, des blessés et même des morts ont été enregistrés. Combatifs, les Palestiniens se préparent malgré tout à célébrer la fin du mois sacré. La Syrie, ravagée par des années de guerre civile, se débat dans une crise économique étouffante. La hausse exorbitante des prix affaiblit le pouvoir d'achat. Le conflit en Ukraine n'a fait qu'aggraver une situation économique déjà très fragile. Même son de cloche au Yémen où la population s'apprête à célébrer la fête de l'Aïd dans un climat très tendu. Après 7 ans de guerre, plus de 23 millions de personnes ont désormais besoin d'aide. Le cessez-le-feu de 2 mois en vigueur depuis début avril donne un rare espoir à la population, confrontée à l'une des pires tragédies humanitaires au monde. En Libye, le contexte politique, social et économique reste instable. Les différents acteurs politiques se font face dans une lutte de pouvoir sans fin. La situation est aggravée par l'intervention de milices armées qui déstabilisent le paysage politique et menacent la sécurité du pays. L'Afghanistan a lui célébré le premier jour de Eid el-Fitr ce dimanche dans un climat de psychose. Même si certains fidèles ont assisté à la prière de l'Aïd, beaucoup d'entre eux ont choisi de rester chez eux. Ces derniers jours, le pays est la cible d'une série d'attaques terroristes revendiquées par Daesh. Direction le Moyen-Orient, l'entité sioniste poursuit ses exactions dans les territoires occupés, des provocations face auxquelles réagit le Hamas et menace l'entité sioniste en cas de nouvelles agressions. Nouad Belkhatem. Trop, c'est un Hamas excédé par les dernières agressions de l'entité sioniste au niveau de l'esplanade des mosquées et de la mosquée Al-Aqsa qui s'est exprimée à l'occasion de l'anniversaire de la guerre des 11 jours, menaçant l'entité sioniste de grande bataille en cas de nouvelle agression contre les lieux saints. Quiconque prendra la décision de s'attaquer une fois de plus à la mosquée Al-Aqsa entraînera la destruction de milliers de synagogues dans le monde entier. Al-Aqsa et Al-Quds sont en danger et nous sommes prêts à défendre notre nation. L'occupant doit s'attendre à une grande bataille en cas de nouvelle agression. Ces dernières semaines, l'esplanade a été le théâtre de nombreux affrontements orchestrés par l'armée de l'occupation israélienne, faisant près de 300 blessés côté palestinien. Des exactions menées durant le mois sacré du Ramadan et qui ont été condamnées une fois de plus par l'État palestinien ainsi que par plusieurs pays arabes. Le Premier ministre sioniste n'a pas tardé à rétorquer, affirmant que le Hamas rejette toute possibilité d'œuvrer main dans la main pour améliorer les conditions de vie des citoyens arabes dans la région. Énième victimisation de Naftali Bennett qui souhaite inverser les rôles aux yeux de l'opinion publique, voulant faire du chasseur le chassé dans ce conflit qui n'a que trop duré. Et en parlant de Palestine, le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres ont demandé des efforts pour mettre fin
aux tensions et rétablir le calme dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. Safadi a souligné la nécessité pour l'entité sioniste de respecter le statu quo juridique et historique dans la ville sainte, tout en supprimant tous les obstacles qui entravent la liberté de prière des fidèles. Le ministre jordanien a également insisté sur la nécessité de trouver des solutions politiques pour relancer le processus de paix. De son côté, Antonio Guterres a demandé davantage d'efforts pour maintenir le calme et s'abstenir de mesures provocatrices. Et puis ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, une entente est proche entre les deux pays, un optimisme affiché par le Premier ministre irakien Mustafa Al-Kazemi dans un entretien publié par le quotidien étatique Al-Sabah. Les deux puissances régionales rivales ayant repris leur pourparlers à Bagdad après une brève suspension. Abdelkader Tariev. Enterrer la hache de guerre entre Riyad et Téhéran, c'est possible. À l'issue d'un 5e cycle de pourparlers, réunissant le 21 avril de hauts responsables sécuritaires iraniens et saoudiens, les autorités irakiennes ont multiplié les déclarations optimistes, indiquant qu'une 6e rencontre devrait avoir lieu prochainement et allant jusqu'à espérer à terme une reprise des relations diplomatiques suspendues en 2016. Nos frères en Arabie Saoudite et en République islamique d'Iran abordent le dossier du dialogue en faisant preuve d'une grande responsabilité à la hauteur des exigences de la situation actuelle dans la région. C'est ce qu'a indiqué Mustafa Al-Kazemi dans un entretien à Al-Sabah. L'Irak aurait tout à gagner si une issue est trouvée, à commencer par la stabilité régionale. Le Premier ministre irakien, qui a lui-même assisté à la dernière réunion, espère une restauration des représentations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Début mars, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman avait défendu une politique de coexistence avec l'Iran, une déclaration saluée alors par le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdullahian, qui a vu une volonté de Riyad de rétablir les liens avec son pays. L'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite ont rompu leurs liens en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique à la suite de l'exécution par Riyad d'un célèbre religieux chiite. Libye, le Conseil de sécurité a décidé vendredi à l'unanimité de proroger jusqu'au 31 juillet 2022 et dans les mêmes termes le mandat de la mission d'appui des Nations Unies MANUL, soit 3 mois seulement, la 4e prolongation technique reflétant la persistance des désaccords entre ses membres sur le dossier libyen. Leila Gertal. L'impasse politique que vit la Libye va plonger le pays dans une crise sans précédent aux répercussions directes sur l'économie du pays déjà minée par l'informel et la corruption, notamment dans le volet énergétique, surtout après le blocage par Haftar Khalifa des sites pétroliers. Khalifa Haftar, qui joue au maréchal de la Libye, détient les clés des sites pétroliers. Il décide, aux grandes dames des Libyens, de carrément fermer les vannes de pétrole pour protester contre le gouvernement de Dbeibah, qu'il conteste depuis le début, et ainsi fragiliser son gouvernement, lui qui utilise l'énergie comme une arme de dissuasion. Au total, près de 550 000 barils de pétrole manquent à l'offre libyenne, soit 40% de sa production nationale. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat de la MANUL pour 3 mois seulement, faute d'avoir nommé un nouvel émissaire spécial, un préalable que la Russie a exigé avant d'aller vers une prolongation d'1 année. Cette décision prolonge aussi le supplice des Libyens qui ne verront apparemment pas le bout du tunnel de sitôt. Après la libération de plusieurs prisonniers politiques importants cette semaine au Soudan, la diplomatie reprend lentement ses droits. Une délégation de la Troïka réunissant des pays importants de l'Union européenne et des États-Unis se trouvait à Khartoum vendredi dernier pour rencontrer le pouvoir en place et l'opposition civile. Au terme de sa visite, un communiqué a appelé à la formation d'un gouvernement civil. Tininan Makassi. Une sortie de crise semble se dessiner à l'horizon au Soudan. En effet, la semaine dernière a été riche diplomatiquement dans le pays, qui connaît une instabilité institutionnelle depuis le coup de force des militaires conduit par Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre 2021. Vendredi dernier, une délégation de la Troïka réunissant des pays de l'Union européenne et des États-Unis était à Khartoum pour rencontrer non seulement les autorités au pouvoir depuis le 25 octobre, mais aussi les membres de l'opposition soudanaise. Cette visite intervient quelques jours après la libération de plusieurs prisonniers politiques et membres de l'opposition interpellés lors des grandes manifestations qui ont suivi le coup de force militaire.
La Troïka à Khartoum a en outre rappelé les positions des pays occidentaux et déclaré que ces derniers n'accepteront aucun accord ou gouvernement qui manquerait de crédibilité auprès des Soudanais et de la communauté internationale. Par ailleurs, le 10 et 12 mai prochain, un dialogue complet est prévu, a annoncé l'envoyé spécial de l'Union africaine au Soudan, Mohamed El Hassan Ould Labet. Nous vous le disions en titre, en Guinée, le chef au pouvoir, Mamadi Doumbouya, a annoncé samedi avoir opté pour une durée de transition de 39 mois, soit 3 ans et 3 mois avant de rendre le pouvoir aux civils. Cette annonce a lieu à l'issue de consultations politiques boycottées par de très nombreux partis. Il assure que cette proposition sera soumise au Conseil national de transition, une décision qui n'est pas du goût de la CEDEAO. Neila Ithamoud. Il faudra encore attendre 3 ans et 3 mois avant le retour à un régime civil en Guinée. L'annonce a été faite par le colonel Mamadi Doumbouya, chef militaire au pouvoir, après la clôture vendredi de 2 consultations politiques contestées. Ce dernier n'a toutefois pas précisé à partir de quand le délai commencerait. De toutes les consultations engagées à tous les niveaux depuis le début de la transition, avec toutes les composantes de la nation, auprès de tous les Guinéens partout où ils se trouvent, il ressort une proposition médiane d'une durée consensuelle de la transition de 39 mois. L'auteur du putsch a défié ainsi les partenaires régionaux du pays qui demandent un délai bien plus court, car cette durée jugée supérieure à une période de transition de 6 mois réclamée par la CEDEAO fin mars dernier. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avait sommé les autorités guinéennes de lui présenter une durée acceptable, sous peine de nouvelles sanctions. Plus de 7 mois après le coup d'État contre le président Alpha Condé, les Guinéens sont enfin fixés sur la durée de leur transition. Un enjeu important pour la CEDEAO, l'organisation presse les autorités à rendre le pouvoir à des civils élus le plus rapidement possible. Reste à savoir si le calendrier sera accepté. Étant au premier jour du mois de mai, le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale des travailleurs, une journée qui symbolise la lutte de ces derniers pour l'acquisition de leurs droits. Retour sur cette date qui a pris racine aux États-Unis avant d'être célébrée aux 4 coins du globe. Safouane Ben Sabri. Le 1er mai, fête symbolisant la Journée internationale des travailleurs et de la lutte ouvrière a traversé les siècles avec son lot d'événements marquants. Le premier a lieu en 1886 aux États-Unis. Les syndicats se sont donnés pour mission d'imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à 8 heures, une révolution pour l'époque. Ils choisissent alors la date du 1er mai pour lancer le mouvement de grève générale, une date surnommée Moving Day, à laquelle les contrats arrivaient à leur terme et les ouvriers devaient retrouver du travail. La réponse à l'appel des syndicalistes est massive. 340 000 travailleurs y participent. À Chicago, la manifestation fait 7 morts dans les rangs de la police. 5 organisateurs sont condamnés à mort. L'étincelle part donc du pays de l'oncle Sam pour s'internationaliser au fil des années. En France, en 1889, pour le centenaire de la Révolution française, l'Internationale socialiste se réunit avec pour principale revendication la réduction du nombre d'heures de travail par jour à 8 heures. À l'époque, le nombre d'heures par jour travaillé est de 10 heures, voire plus dans la plupart des pays industrialisés. En 1890, le 1er mai est pour la première fois célébré dans la plupart de ces pays. La Russie bolchevique, la France et plusieurs pays européens institutionnalisent la journée et par la même occasion les acquis sociaux qui en découlent. Aujourd'hui, dans une majeure partie de la planète, le 1er mai est reconnu comme étant la fête des travailleurs. C'est une journée chômée et payée dans les pays du Sud comme du Nord. Les revendications des générations passées de travailleurs ont permis l'obtention et la consolidation de plusieurs acquis sociaux. À titre d'exemple, l'espérance de vie d'un ouvrier ayant considérablement augmenté en 100 ans, le travailleur est désormais assuré et protégé dans bon nombre de régions et le congé est désormais un droit inaliénable dans la plupart des pays. Ces dernières années ont cependant connu une fragilisation des acquis engrangés durant plusieurs décennies. Un ralentissement de l'économie mondiale et la pandémie du coronavirus sont passés par là. Durant le coup d'arrêt dû au Covid-19, nombreux observateurs ont constaté un recul dans les droits des salariés et une protection accrue de l'entreprise et de l'employeur au détriment du salarié. Des mesures parfois précipitées ont été prises pour sauver la mise et éviter la faillite aux entreprises, leur permettant par exemple de licencier avec bien plus de facilité, en tentant de réconcilier 2 injonctifs contraires, l'impératif économique et l'impératif sanitaire. Les gouvernements ont jonglé entre 2 objectifs sans parfois atteindre ni l'un ni l'autre.
Santé, Covid-19, la ville chinoise de Shanghai a signalé samedi 788 nouveaux cas confirmés de coronavirus transmis localement et 7084 porteurs asymptomatiques locaux, a annoncé dimanche la commission municipale de la santé. Selon cette même commission, la ville a enregistré 38 décès liés au coronavirus samedi. Les 38 patients avaient tous de sérieux problèmes de santé sous-jacents. Direction l'Europe, 67e jour depuis le début de la guerre en Ukraine. Après plusieurs jours d'attente et de négociations, les premières évacuations de la zone d'Azovstal à Mariupol ont eu lieu ces dernières 24 heures. Pendant ce temps, la présidente américaine de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, effectue une visite surprise en Ukraine, un déplacement qui affiche une fois de plus l'engagement de Washington aux côtés de Kiev. Les détails avec Amin Touta. Dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol, la zone industrielle d'Azovstal connaît un dénouement partiel de la situation après l'évacuation d'un groupe de personnes de l'usine cernée par les forces russes. Selon Moscou, le nombre de civils sortis est de 40 personnes, parmi eux 14 femmes et 8 enfants, évacués vers la région de Novoazovski. Cette opération s'est déroulée après la mise en place d'un cessez-le-feu entre les deux parties et dans une ville qui a connu des combats acharnés ces dernières semaines en raison du positionnement stratégique de Mariupol. Le contrôle de cette ville portuaire permettrait à la Russie de faire la jonction entre la Crimée et le territoire du Donbass. Au même moment, les tournées diplomatiques à Kiev s'enchaînent. Après la visite d'Antonio Guterres, c'est au tour de la présidente américaine de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui a entamé sa visite dans la capitale ukrainienne, où elle a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky au palais présidentiel. La sénatrice du Parti démocrate a exprimé l'engagement de Washington pour Kiev dans son conflit en cours. Hier, j'ai dit au président Zelensky, « Monsieur le Président, au début de notre révolution, Thomas Paine a écrit « Des révolutionnaires que le temps nous a trouvés ». Le temps nous a trouvés pour déclarer l'indépendance, pour mener une guerre, pour la gagner, pour écrire nos documents fondateurs. Nous pensons que le temps a également trouvé le peuple ukrainien pour préserver sa démocratie, la défendre et, ce faisant, préserver la démocratie pour le reste d'entre nous. Sur le terrain, la défense russe a déclaré avoir bombardé un entrepôt d'armes en provenance des États-Unis et de pays européens et détruit une piste d'atterrissage d'un aéroport militaire près de la ville d'Odessa. Moscou a déclaré avoir utilisé des missiles Onyx pour cette opération. Retour sur le continent africain, plus précisément en Algérie, pour parler énergie renouvelable. Devenu un thème redondant dans le débat public, la question de la transition énergétique en Algérie est prise à bras-le-corps par un ensemble d'institutions publiques, à l'image du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Il fait justement l'objet d'une proposition de jumelage lancée par la Commission européenne. Explication de Kher Demotash. La coopération internationale en matière de promotion des ENR en Algérie mise sur rail. Intitulé « Appui aux politiques de développement des énergies renouvelables », le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique algérien, CEREF, fait l'objet d'un appel à proposition de jumelage ouvert lancé par la Commission européenne. À l'heure où l'Algérie caresse le rêve d'un mix énergétique à l'horizon 2050, l'objectif général du jumelage est de contribuer au développement national et sectoriel des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique et d'appuyer les transformations structurelles nécessaires à l'amorçage d'une transition vers un modèle énergétique durable adapté aux spécificités nationales. Valorisé à quelques 800 000 €, le projet sera financé dans le cadre du partenariat UE-Algérie. L'objectif spécifique de ce jumelage est de renforcer la structure organisationnelle du CEREF et ses capacités d'intervention et d'interaction dans les missions qui lui sont attribuées. L'intérêt algérien pour le développement des énergies renouvelables s'inscrit dans un contexte géopolitique explosif, marqué par la hausse des prix du pétrole et du gaz et la baisse des investissements dédiés à l'exploration de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Et avec ce qui se passe à travers le monde et aussi je dirais que l'accélération d'une orientation vers les énergies renouvelables qui a eu lieu donc, ces dernières semaines, donc démontre aussi que l'Algérie aujourd'hui, elle a réellement commencé à prendre en charge
pour pouvoir donc encore garantir sa place et surtout pour être dans une position stratégique. La tendance pour les énergies propres et la baisse de la facture carbone, gage de réussite d'une transition énergétique opérée en douceur, font également partie des orientations principales des pouvoirs publics et de la compagnie Sonatrach en faveur d'une réduction du recours aux énergies fossiles et la préparation d'un avenir énergétique vert en Algérie. Culture, nous allons parler à présent d'enchères. Direction la maison d'enchères Christie's à New York qui dévoile ses œuvres les plus importantes à l'approche des ventes du printemps. Amela Becha. Le 12 mai prochain à New York, la maison des enchères Christie's mettra en vente des grandes œuvres contemporaines comme celles d'Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat ou encore Mark Rothko. Des artistes qui ont marqué leur époque et influencent toujours les créations actuelles. Depuis sa création en 1766, la maison Christie's a instauré les enchères de printemps comme rendez-vous incontournable dans le monde culturel. Cette saison est vraiment unique. Chaque décennie, vous avez une vente de la plus haute qualité, où la qualité est si élevée que vous ne voyez pas tout ça en même temps normalement. Et c'est le cas ici maintenant. Notre monde est entouré de cela. C'est que Warhol l'a compris avant tout le monde, et la Marilyn exprime cela plus que toute autre chose. Cette année, une première dans l'histoire de la maison Christie's. Elle mettra en vente un hologramme du chef-d'œuvre de Degas, estimé entre 20 et 30 millions de dollars. La petite fille en bronze voyage entre San Francisco et Hong Kong sous forme d'hologramme haut de gamme avant sa mise aux enchères. Avec cette projection holographique parfaite d'une icône intemporelle, les organisateurs de la maison Christie's repoussent les limites des pratiques d'exposition pour marquer une nouvelle ère qui est tant attendue dans le domaine artistique. Sport pour clore ce journal, le Real de Madrid vient de remporter son 35e titre du championnat espagnol. Focus dans ce journal sur l'un des hommes forts des merengues. Non, ce n'est pas Karim Benzema, mais son entraîneur Carlo Ancelotti qui rentre encore un peu plus dans l'histoire du football mondial. Il est tout simplement le premier entraîneur sacré dans tous les championnats du Big Five. Faisal Salah. Allez, 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 Milan! Un mariage réussi entre Carlito et le football. L'Italien représente la classe, la réussite, le succès. Le football ne lui prive pas des titres. L'enfant de la Provence de Reggio d'Émilie a eu une carrière qui vaut de l'or. À 62 ans, le mystère est devenu le premier entraîneur à remporter chacune des 5 meilleures ligues européennes, Serie A, Première Ligue, la Liga, Bundesliga et la Liga en France. Ancelotti a réalisé ses exploits avec l'AC Milan, Chelsea, le Bayern, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Son premier titre de champion en tant que manager était avec l'AC Milan en 2004, le club où il a remporté aussi 2 Ligues des Champions. Carletto est devenu le 6e footballeur à remporter la Ligue des Champions comme joueur puis comme entraîneur. De 2009 à 2011, il entraîne le club anglais de Chelsea où il remporte dès sa première saison un historique doublé Coupe Championnat. Il est le second entraîneur non britannique après Arsène Wenger à réaliser cette performance. Ancelotti a soulevé la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain en 2013, la Bundesliga avec le Bayern Munich en 2017. Le gentleman a remporté 5 titres majeurs en 2 ans au Bernabéu lors de son premier mandat, dont la Décima, leur 10e Ligue des Champions. Hier, Carletto a célébré le titre de la Liga avec le Real en dansant avec les Brésiliens. La saison d'Ancelotti pourrait se terminer dans le plus de gloire, bien que le Real doive renverser un déficit de 4-3 lors du match retour au Bernabéu contre City. Le vieux continent qui sourit au vieux Carlo, du sud au nord de l'Europe, les trophées s'enchaînent en attendant la coupe aux grandes oreilles.
Fin de ce journal. Merci pour votre attention. Tout de suite, ne manquez pas l'info du ciel, la météo du monde présentée par Amel Amzian Zitouni. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez fidèles à Al 24 News.